Actualité.z. Le projet de budget 2022 a été déclaré recevable au niveau de l'Assemblée nationale et ce budget a été décrié par plusieurs élus que c'est un budget déséquilibré et à l'heure actuelle, il est à la commission ECOFIN. Quelles sont vos attentes à l'issue de cet exercice? La conception est que le budget doit avoir une philosophie. Cette philosophie doit indiquer les priorités et que ces priorités doivent être en corrélation parfaite avec la hiérarchisation des problèmes que nous avons. Ma lecture est que nous avons trois principaux problèmes. Le premier, on va dire ça comme ça, c'est un problème de sécurité, notamment à l'est du pays. Le deuxième problème, c'est un problème d'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un taux de chômage structurel de plus de 95%. Et le troisième problème, c'est un problème de famine. Il y a plus de 27 millions de Congolais qui vivent dans des conditions précaires et n'arrivent pas à se nourrir. Et donc, lorsque je parle de philosophie, c'est que finalement, le budget, au-delà d'une ambition chiffrée, parce que généralement, c'est la guerre des chiffres, autour des performances dites économiques qui sont extrêmement liées au cours des matières premières, les différents budgets que nous avons eus avaient pour ambition d'avoir des chiffres assez généralement irréalistes, parce que dans l'exécution, on remarque que chaque année que nous exécutons nos budgets qu'à 40, en ce qui concerne les recettes, plus ou moins 30 à 40%. Et donc, la philosophie doit refléter l'ambition de résoudre les problèmes que j'ai évoqués. Et à mon humble avis, ce budget-programme ne répond pas suffisamment à ces différentes préoccupations. Et donc, mon insatisfaction me poussera, dans le cadre des travaux de l'ECOFIN, à pousser le gouvernement à réorienter certains postes budgétaires, à réorienter certains crédits pour rencontrer la problématique du taux de chômage structurel, rencontrer la problématique de la famine. Et cela doit passer naturellement par la désaffectation de certains moyens, des choses moins importantes, pour les affecter, si vous voulez, au financement de l'économie en termes de la création des PME, en termes de la formation professionnelle, aussi l'amélioration du cadre des affaires pour attirer des investisseurs. Mais quand je parle de la formation professionnelle, il faut que les investisseurs trouvent de la main-d'œuvre qualifiée. Donc la capacité, par exemple, de l'INPP est très faible. Et l'INPP ne reçoit pas les moyens de l'État, elle est soutenue par l'AFD et la coopération japonaise. Le FPI à lui seul n'est pas en mesure aujourd'hui de financer l'industrie comme il se doit, d'autant plus que les moyens sont assez limités. Et je pense que voilà, il faudrait à un certain moment que la philosophie du budget soit en adéquation avec les priorités liées aux problèmes qui sont les plus importants ou les plus difficiles à résoudre dans notre pays. Ok, le budget tel qu'est présenté, tel qu'est déclaré recevable au niveau de l'Assemblée nationale, il est chiffré à près de 10 milliards de dollars américains. Pensez-vous que sans réforme profonde, avec des coulages de recettes par-ci par-là, l'instabilité des cours de matières premières, pensez-vous que le gouvernement sera en mesure de mobiliser ces recettes telles qu'énumérées dans le budget? Le budget, c'est d'abord une prétention. Rappelez-vous qu'en l'année passée, nous avions un budget chiffré à 11 milliards. Malheureusement, avec malheureusement des réalisations en termes de recettes qui n'ont pas dépassé les 6 milliards de dollars. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est depuis plus ou moins 2004-2005 que nos taux d'exécution en termes de capacité de mobilisation de recettes ne dépassent pas les 50%. Donc moi, je ne suis pas très ému ou, si vous voulez, intimidé par les chiffres allégués en termes de prétention de collecte de recettes. Ce qui m'intéresse moi davantage, c'est comment sont affectées les ressources disponibles. Ça veut dire le peu ou la quantité qui pourrait être perçue, comment est-ce qu'elle est affectée, comment expliquer que certaines institutions, comment expliquer que certains établissements publics ne contribuent pas au budget de l'État, certaines institutions dépassent largement, je parle des ministères ici, je parle du Parlement, je parle de la justice, je parle de la présidence de la République et de toutes les institutions qui dépassent largement les crédits alloués pour leur fonctionnement,
Alors qu'il y a d'autres, notamment en ce qui concerne la recherche scientifique. Il faut quand même savoir que dans notre pays, c'est moins d'1% de nos richesses qui va à la recherche scientifique, à la santé aussi. Eux connaissent, voilà, ils ont des projets qui sont en souffrance pour la bonne et simple raison que les crédits ou les moyens n'ont pas été attribués. Donc, je ne peux qu'encourager le gouvernement dans la poursuite de l'atteinte de ses ambitions. Mais aussi, comme je le dis, pour moi, ce n'est pas le chiffre qui compte, mais c'est l'affectation. Et je pense que nous devons orienter l'affectation et avoir une philosophie qui rencontre immédiatement les préoccupations que j'ai soulevées. Ok, autre préoccupation, le gouvernement ne cesse de vanter l'amélioration de recettes ces derniers temps. Et c'était le cas lors du projet des budgets rectificatifs. Mais lorsque nous regardons dans la réalité sur terrain, on ne sent pas aucun secteur de la vie nationale sortir du lot. Comment comment analysez-vous cette situation où il y a une contradiction entre l'amélioration des recettes et l'amélioration des conditions de vie de la population? En tant que député, vous êtes proche de la population. Comment analysez-vous ces contrastes qui existent? Si nous sommes le pays le plus pauvre au monde, c'est parce que notre drame est d'avoir une démographie exponentielle et un taux d'appauvrissement qui croît aussi. Il ne faut pas oublier que lorsque le gouvernement ou les différents gouvernements qui se sont succédés se vantent de l'amélioration des recettes, ils ne parlent exclusivement que de l'embellie des cours des matières premières à l'exportation. À chaque fois que vous exportez une tonne de matières premières, vous vous appauvrissez. Paradoxalement, vous devenez plus pauvre parce que ce ne sont pas des ressources renouvelables, donc c'est un stock que vous videz. Mais paradoxalement, vous avez une population qui croît. Et lorsque vous prenez la richesse exportée ou la richesse produite au prorata de la population, donc vous le divisez par le nombre de Congolais, comme notre population, nous avons une démographie exponentielle, le Congolais à titre individuel continuera à devenir plus pauvre parce que nous n'avons pas de politique d'encadrement de nos naissances, mais aussi nous n'avons pas connu de nouvelles sociétés depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans. Donc, avec un taux de chômage structurel qui est très élevé, chaque année, nous avons des nouveaux universitaires qui ne trouvent pas d'emploi. Il y a des chômeurs qui datent de 10, 15 ans. Et c'est tout à fait normal que lorsqu'on vous parle d'une embellie qui vous permet d'avoir la prétention de mobiliser 10 milliards de dollars, que 10 milliards de dollars pour une population de plus de 100 millions d'habitants ne représente rien du tout. C'est largement inférieur au budget du Congo-Brazzaville, qui est une toute petite population. Lorsque vous prenez le budget du Gabon, c'est aussi inférieur au budget du Gabon, alors que le Gabon, c'est la population de Kinshasa. Donc la richesse avec laquelle nous vivons ici, où la production des recettes pour gérer l'ensemble des problèmes que nous avons, correspond pour l'ensemble du pays, correspond ou est inférieur, si vous voulez, à la production de richesse d'un pays comme le Gabon, qui n'a que la population de Kinshasa. Ça veut dire qu'en d'autres termes, les 10 milliards ne pouvaient rencontrer que les préoccupations de Kinshasa. Mais là, on est en train de parler d'un pays de 80 millions d'habitants avec 2 345 000 km². Donc c'est tout à fait normal que nous soyons pauvres. Il faut savoir, nous sommes le pays le plus pauvre au monde, avant le Yémen. Ok, autre préoccupation, monsieur le député, lors de son investiture en Assemblée nationale, le Premier ministre et le gouvernement Sama avaient promis que son programme était évalué à 36 milliards dans 3 ans. Et dans le peu de temps qui lui reste, pensez-vous que le gouvernement Sama sera en mesure de réaliser cette promesse-là? Nous ne pouvons que l'encourager. Nos propos ne sont pas des propos de nature à défier ou à mettre en cause des prétentions. Nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement à faire même au-delà de ce qui a été promis. En tout cas, ça c'est notre vœu. Le problème, c'est le modèle économique. Est-ce que notre modèle économique va continuer à s'appuyer sur les matières premières à l'exportation en brut? Notre modèle économique va continuer à s'appuyer sur une fiscalité brutale, parce qu'il faut qu'on le dise, hein, le climat des affaires tend ici à poser un problème depuis plusieurs années, parce que vous avez plusieurs services qui se chevauchent, et lorsque les entrepreneurs arrivent, ils ont du mal à avoir une lisibilité quant à l'ensemble de ce qu'ils doivent payer en tant que contribuable fiscal
pour avoir, si vous voulez, les possibilités de se retrouver aussi en termes de profit lorsqu'il exerce son activité. Donc vous avez des services de la vie qui se chevauchent avec des services, avec d'autres services d'assiette au niveau national. Donc vous avez la DGI, vous avez la DGRAD, vous avez la DGRK. Après vous avez d'autres services d'assiette qui collectent. Et ensuite, voilà, il y a beaucoup aussi de corruption. Je crois qu'il y a une agence qui a été créée pour lutter contre la corruption. Donc nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement à faire mieux et davantage, mais surtout avoir une philosophie qui permettrait d'asseoir la production de la richesse, pas essentiellement sur l'exportation des matières premières, mais sur les services, sur l'agriculture. Il faut que nous ayons une plus-value à l'exportation de nos produits agricoles parce que nous en avons les capacités, des plus-values à l'industrie parce que nous avons la capacité de produire et de transformer nos propres matières premières, à l'ingénierie et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut changer de paradigme économique, considérer par exemple que l'exportation brute de nos matières premières pourrait constituer 80% de ce que nous pourrions gagner ou consacrer à notre budget et que 80 autres % seraient dans le cadre d'une imagination budgétaire pointue, la production au travers des autres secteurs dont l'agriculture, l'énergie et ainsi de suite. Ok, c'est maintenant un débat dans la classe politique où de voix s'élèvent pour exiger la réduction des trains de vie des institutions. D'autres pensent qu'il faudra réduire les salaires des députés pour affecter ces fonds dans d'autres secteurs nationaux. D'autres pensent qu'il ne faut pas réduire les salaires, il faut plutôt encourager le gouvernement à mobiliser plus de recettes. Vous êtes député national, quel est votre avis face à ces débats ici? Je pense effectivement qu'il y a matière à discussion. Je ne suis pas contre l'idée qu'il faut réduire le train de vie des institutions. Je partage amplement cette idée, y compris le train de vie des députés. Mais j'aimerais quand même que nous fassions un petit exercice pour comprendre que il y a des coins dans ce pays où la population ne sent la présence de l'État qu'au travers les élus. Ça veut dire que les élus constituent, si vous voulez, le relais de la puissance publique, en ce sens qu'ils se comportent comme un exécutif. La plupart des élus, pour se faire réélire, au-delà des actions sociales, construisent des ponts, construisent des écoles et ainsi de suite, alors que l'État, ça fait 50 ans, n'a jamais investi dans ces provinces. Ça veut dire qu'en réalité, ce que gagnent les députés, dans une certaine mesure, profitent, entre guillemets, je dis bien dans une certaine mesure, ça peut être relatif, dans une certaine mesure, profitent à la communauté parce qu'en réalité, c'est le prolongement de l'action gouvernementale. Et les députés le font. Maintenant, est-ce qu'il faille diminuer leur salaire? Pourquoi pas? Est-ce qu'il faille diminuer le salaire des membres du gouvernement? Pourquoi pas? Est-ce qu'il faille le faire au niveau de la présidence de la République et réduire les déficits budgétaires, notamment les dépassements? Pourquoi pas? Cela peut être mis sur une table et voir effectivement ce qu'on pourrait dégager comme économie pour voir comment est-ce qu'on finance les autres secteurs. Mais en même temps, il ne faut pas faire du populisme. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas stigmatiser les élus parce que ce soit moi qui suis élu à Kinshasa ou ceux qui sont élus en province, je pense qu'il n'y a pas d'acteurs sociaux beaucoup plus sur le terrain et presque enclins à résoudre les problèmes qui leur sont posés que les députés nationaux. Donc ce serait quand même injuste que de considérer qu'on devrait les isoler et considérer qu'ils ont un train de vie anormalement élevé. Je crois que c'est notre dernière préoccupation. Le gouvernement, dans le cadre de ses projets de budget, a prévu de débourser 500 milliards de dollars pour les opérations électorales. 500 milliards de francs congolais dans le cadre des opérations électorales. Pensez-vous que jusqu'en 2023, le gouvernement sera financièrement prêt pour organiser les élections dans les délais constitutionnels? Mais il en a affiché l'ambition et donc je crois que c'est tout à fait possible. Hein. Il faut savoir quand même qu'il y a des machines à voter qui sont déjà sur place, que des imprimés, pour les faire fonctionner, on peut les faire venir assez rapidement, qu'il y a déjà tout un système électoral qui est mis en place. Et effectivement, si ces crédits sont exécutés, il y a des possibilités de tenir les délais constitutionnels. Donc, nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement à faire de manière à ce que nous ayons des élections de qualité transparentes à bonne date.
Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.